Nous ouvrons le magazine de ce dimanche qui est consacré à l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. Nous recevons le directeur exécutif de cette structure, Florent Nkéyi. Avec lui, nous allons parler de planning familial et développement. Comment le planning familial peut contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Les détails, c'est tout de suite M. Nkéyi. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment peut-on définir le planning familial? Bonjour d'abord, c'est moi qui vous remercie de nous donner l'opportunité d'intervenir sur ce plateau. La planification familiale, la définition simplement comme un moyen de maîtriser sa reproduction. C'est-à-dire choisir le nombre d'enfants que l'on veut faire, choisir le moment de les faire et en observant au moins 2 ans entre les naissances, tout simplement. Alors comment s'y prendre concrètement? Oui, comment s'y prendre? C'est d'abord de recevoir l'information pour le faire et ensuite appliquer les moyens qui existent pour justement observer cette planification des naissances. Et les moyens, entre autres, c'est quoi? Les moyens sont modernes, sont naturels. Donc on parle de moyens de contraception modernes, donc tout ce qu'il y a comme contraception orale, injectable, le dispositif intra-utérin, les implants, etc., qui existent. Mais il y a aussi les méthodes naturelles, dont notamment l'abstinence et puis l'observation du calendrier. Alors, faire le planning familial est une priorité nationale. C'est le vœu des acteurs œuvrant dans le domaine du bien-être familial. De nombreuses actions, notamment la sensibilisation, vous avez parlé de formation également, sont régulièrement organisées. Nous allons suivre ce récit de Vénance Herman Niamia. La Côte d'Ivoire fait partie des pays d'Afrique subsaharienne n'ayant pas connu de politique de planification familiale jusqu'à la fin des années 90. Aujourd'hui, plus qu'une nécessité, le planning familial doit faire partie des priorités nationales selon les experts en bien-être familial. Ces dernières années donc, des actions pour améliorer les connaissances des personnes et rendre disponibles et accessibles les informations sont régulièrement menées en Côte d'Ivoire. L'objectif est de faire passer le nombre de femmes placées sous contraceptif de 9,5% à 30% à l'horaire 2016. Le but de ces actions, la réduction, si nécessaire, de l'ordre de 10%, le taux de grossesse non désirée, facteur d'avortement à risque. Selon une étude sur l'espacement de grossesse, plus de 60% de femmes sont soumises au programme de planning familial dans le Maghreb, contre moins de 10% en Côte d'Ivoire, alors que cette donnée constitue un indicateur qui permet d'évaluer l'indice du niveau de développement d'un pays. En Côte d'Ivoire, on le sait, l'État n'a pas opté pour une politique de limitation des naissances. Mais aujourd'hui, selon les experts en bien-être familial, il est question d'adopter l'espacement des naissances, toute chose qui permettra aux familles d'assurer une éducation décente à leur progéniture. Cette volonté de vulgariser le planning familial connaît toutefois un obstacle. L'acquisition des produits contraceptifs en Côte d'Ivoire étant subordonnée à l'appui des partenaires extérieurs. C'est une des raisons du faible taux de structures sanitaires qui pratiquent le planning familial. Monsieur Nkéyi, alors vous menez des campagnes, comment vous y prenez surtout au niveau rural quand l'on sait qu'au niveau de ces populations, l'enfant est une richesse? Oui, merci. C'est vrai, l'enfant est une richesse, mais l'enfant serait une richesse si, au bout du processus de son éducation et de son développement, l'enfant arrive à être autonome, à être indépendant. C'est cela que nous disons. Alors, les campagnes de sensibilisation se mènent à tous les niveaux. Il n'y a pas que l'AIBF, il y a l'AIMAS, il y a le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida qui mène également des actions. Donc, il y a plusieurs axes dans lesquels nous intervenons. Il y a d'abord la sensibilisation de masse pour laquelle nous utilisons des campagnes, etc., de masse, comme je le disais tantôt. Il y a aussi les médias, donc la télévision qui nous aide énormément, la radio, même la presse écrite. Mais malheureusement, la presse dans sa globalité s'adresse à une catégorie de personnes, des gens lettrés naturellement. Alors, dans les zones rurales, nous procédons par des campagnes de proximité. Et pour ce faire, nous utilisons les services des agents, que nous appelons des agents de santé communautaire. Voilà. Le jargon en matière de planification familiale, on disait volontaires en santé sexuelle et la reproduction, les VCSR. Et donc, c'est cela que nous utilisons. Donc, nous allons vers les populations pour leur parler et de l'importance justement de la planification familiale, des avantages que cela confère à la famille. Donc, voilà un peu ce que nous faisons
pour amener les populations à s'intéresser à la planification familiale. Justement, lorsqu'on parle de planning familial, on a tendance à s'intéresser directement à la femme, alors qu'il s'agit de couple. Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas la femme seule qui va tomber enceinte. Elle est avec, oui, bien sûr, elle est avec un partenaire qui est un homme. Et par conséquent, nos messages s'adressent également aux hommes. Mais à ce niveau-là, je peux avouer que nous pêchons par moment, parce que on mène plus la sensibilisation vers les femmes, mais les choses sont en train de s'inverser de sorte que des programmes sont en train d'être élaborés pour véritablement prendre en charge, prendre en compte l'homme, n'est-ce pas, dans la stratégie de communication, d'information, pour justement accroître le niveau de prévalence contraceptive en Côte d'Ivoire. Et là, nous allons parler des femmes. Lorsqu'il y a des grossesses rapprochées, on pourra même dire des naissances rapprochées, il y a des risques pour la mère et pour l'enfant. Oui, bien sûr, ça c'est clair. Et en matière de planification familiale, nous le disons, et ça c'est scientifiquement démontré, il y a ce qu'on appelle les 4 trop. Une grossesse précoce, avant l'âge de 18 ans, accroît le risque de mortalité de la mère. Des grossesses trop rapprochées, moins de 2 ans entre les enfants, accroît également le risque de mortalité. Donc, c'est des choses auxquelles nos populations sont exposées, les femmes sont exposées, les hommes. Parce que dans un couple, quand la femme va mal, c'est le couple qui en souffre. Et par conséquent, il faut veiller à ce que tous ces problèmes soient pris en compte dans nos actions. Et c'est ce que nous faisons. Et vous y arrivez? Oui, on y arrive, mais je dirais qu'on va y arriver, parce qu'on est dans le processus. C'est une action de longue haleine, parce que nous avons commencé au niveau de l'IBF, la planification familiale en Côte d'Ivoire depuis 1979. Nous sommes aujourd'hui en 2013, soit pratiquement 34 ans d'action concertée avec tous les autres acteurs. Et nous sommes qu'à un taux de prévalence de 14% aujourd'hui, selon la dernière étude. Or, là où certains pays sont à plus de 50%. Donc, il y a du chemin et c'est ensemble, vraiment, avec tous les acteurs et les partenaires qui nous appuient, que nous allons y arriver un jour. Lorsqu'il y a des grossesses rapprochées, il y a des risques. Lorsqu'on pratique le planning familial, il y a également, contrairement, il y a des avantages. Oui, bien sûr. Il y a les avantages. Les avantages sont de plusieurs ordres. Il y a des avantages sanitaires, socio-économiques, environnementaux, etc. Alors, au plan sanitaire, cela permet à la mère qui d'abord porte la grossesse de mieux se porter, parce que la grossesse, ce n'est pas une maladie, de mieux se porter. Et une fois que la grossesse est désirée, on a le temps de suivre sa grossesse et de vraiment prêter attention, d'accorder beaucoup d'attention à l'enfant qui va naître. Et c'est ça. Donc, ça réduit la mortalité maternelle, mais aussi la mortalité infantile. N'est-ce pas? Et puis, au-delà de ça, au plan socio-économique, il y a que le couple peut maîtriser ses ressources et tenir compte de ses ressources justement pour s'occuper de ses enfants qui vont naître. Moins on procrée, plus on a des ressources pour s'occuper, n'est-ce pas, de nos enfants. Alors, je disais comme ça à un ami que prenons la famille comme une entreprise individuelle. Une entreprise, quelle qu'elle soit, ne va pas recruter du personnel sans tenir compte de ses ressources propres. Et ça, c'est fondamental. Très bien. On ne peut pas dire qu'on va recruter du personnel en tenant compte d'une autre entreprise ou bien d'autres partenaires, mais c'est en fonction de ses ressources. Et c'est ce que nous disons. Aujourd'hui, l'époque où on fait des enfants parce qu'on a un fils qui est à Abidjan, un oncle qui est à Abidjan qui peut s'en occuper, est révolue. Chaque famille doit être à mesure de s'occuper de sa progéniture. Encore que vous l'avez fait de vous-même. Et ça, c'est fondamental. Peut-être même que celui qui a bien des difficultés pour se prendre en charge. Alors, le rapprochement planning familial, le processus de développement de la Côte d'Ivoire, quel rapprochement? Oui, il y a un rapprochement qui est très fort et qui est fondamental. On a tendance à parler des pays émergents de l'Afrique, de l'Asie. On prend le cas de la Thaïlande, qui, au départ, effectivement, comme on le dit, était à notre niveau de développement. Mais des pays qui ont compris très tôt que il fallait maîtriser, n'est-ce pas, la fécondité au niveau de la population. Parce que les ressources ne suivant pas, si la fécondité est plus élevée, alors on va demeurer, n'est-ce pas, dans les besoins. Et donc, en tenant compte des ressources, on doit pouvoir maîtriser notre reproduction. Et c'est ça qui doit guider, n'est-ce pas, les politiques et les politiques qui sont mises en œuvre en matière de développement. Et c'est sur ça que nous mettons l'accent. Et oui, je voulais terminer pour dire qu'il ne s'agit pas de limiter les naissances. Il ne s'agit pas de limiter les naissances. Il s'agit de faire des enfants, de procréer en tenant compte des ressources disponibles. Et ça, c'est fondamental. Alors, quelle est votre stratégie?
Non, notre stratégie, elle est simple, c'est la sensibilisation. C'est le plaidoyer auprès des leaders communautaires pour qu'ils comprennent que il est temps que nous comprenions la nécessité, n'est-ce pas, de tenir compte de ses propres ressources pour assurer, n'est-ce pas, la pérennité de sa famille. Un enfant, 2 enfants, en fonction de nos ressources, on a encore plus de... Aujourd'hui, dans le journal, vous venez d'annoncer les résultats du BTS. Mais si vous n'avez pas pu assurer régulièrement la scolarité de l'enfant, pendant l'année scolaire, vous n'avez pas eu le temps de le suivre pour qu'il arrive à l'examen et que cela soit sanctionné par un résultat positif, si vous en avez 3, 4, 5, 6 et que vos ressources ne le permettent pas, il est clair que vous n'allez pas aller en compétition avec ceux qui ont les ressources possibles. Alors, lorsque vous menez toutes ces campagnes de sensibilisation, il va sans dire que vous rencontrez des obstacles, surtout en zone rurale, quand on sait que le sexe, en tout cas dans certaines régions ou même religions, on parle de tabou. Bien sûr. Non, ça existe tous les jours, hein, ça existe. Alors, première chose, nous sommes confrontés souvent à des rumeurs sur les méthodes qui rendraient stériles, qui feraient qu'on ne ferait plus d'enfants. Mais ça, nous nous battons pour annuler cela. Il y a aussi encore des religions qui sont un obstacle parce qu'on nous dit c'est Dieu qui donne les enfants, donc il ne faut pas s'empêcher de les avoir. Or, c'est vrai, Dieu donne les enfants, mais Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous puissions apprécier nos capacités, n'est-ce pas, de suivre ces enfants. Alors, pendant longtemps, on a parlé des enfants de la rue. Aujourd'hui, cela est d'actualité. Mais malheureusement encore, cela découle de ce que nous n'avons pas les capacités d'assurer le minimum à nos enfants. Alors, est-ce que vous avez les moyens pour accompagner le gouvernement? Oui, les moyens, certes, mais les moyens ne suffiront jamais. Le préalable, c'est la volonté. Et en Côte d'Ivoire, nous pensons que la volonté politique existe. Et c'est pour ça que le ministère de la Santé, à travers le programme national de santé sexuelle et de la reproduction, s'efforce, n'est-ce pas, de mettre à disposition les services de planification familiale dans toutes les structures sanitaires publiques de la Côte d'Ivoire. Et à ce propos, dans le cadre justement du contrat de désendettement de développement avec la France, la Côte d'Ivoire vient de mettre à disposition un montant de 5 milliards de francs CFA pour renforcer la politique de planification familiale en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, l'IBF était des acteurs clés dans ce processus. Et je voudrais juste profiter justement pour remercier infiniment le ministère de l'État de Côte d'Ivoire qui a bien voulu associer l'IBF à ce processus. Alors, très rapidement, pour les 10 prochaines années ou 20 prochaines années, alors, quelle pourrait être ou quelle doit être la population de la Côte d'Ivoire en novembre prochain? On va procéder au recensement des populations et de l'habitat. Alors, pour les 10 prochaines années ou 20 prochaines années, M. Kei, dites-nous quelle doit être, selon vos estimations et vos stratégies, doit être la population ivoirienne. Non, merci. Non, il sera difficile, il serait prétentieux, n'est-ce pas, d'envisager. Par rapport aux ressources, oui, dans tous les cas, oui, il y a justement un recensement qui est en cours. C'est en novembre prochain. Le processus a commencé depuis, mais la phase de comptage des populations va se faire sous peu et on pourra dénombrer effectivement l'effectif de la population. Alors, dans 10 ans, l'effectif sera fonction de ce qu'on aura eu aujourd'hui. Et donc, il y a le taux de croissance naturel ou alors le taux de croissance tout court de la population qui va certainement déterminer la population dans les 10 années à venir. Mais déjà, il est clair que la population va croître. Chaque année qui passe, il y a des naissances, il y a des arrivées à travers l'immigration, etc. Alors, il appartient à nos autorités de prendre, n'est-ce pas, cela en compte dans les programmes de développement et de savoir que d'ici quelques années, nous serons peut-être plus de 22 millions, 25 millions, 30 millions. Et en fonction de cela déjà, prévoir ce qu'il faudra pour prendre en charge cette population, tant au plan social, au plan économique, etc. Aujourd'hui, on parle de chômage, on parle de la vie chère, etc. Mais il faut vraiment mettre en place, n'est-ce pas, les structures et les infrastructures pour pouvoir assurer cela. Et vous êtes là pour réfléchir à ça également, M. Kei. Oui, avec vous. Voilà, et c'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Demain, lundi, à 10h et à 13h, vous serez avec Landry Kwaku Pono.